Bian Télévision. Madame, messieurs, bien-être de l'actualité. Des enfants, anciens soldats ou des villes armées dans l'Est de la République démocratique du Congo méritent une nouvelle vie grâce à la réinsertion sociale après le désarmement et la démobilisation qui se déroule dans le Nord Kivu. Pendant ce temps, 7 enfants congolais considérés comme kidnappés par 2 femmes et un homme trafiquant d'êtres humains ont été récupérés à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie en partance pour les États-Unis par la Direction générale de migration. Heureux comme Ilus, qui a fait un bon voyage, le Premier ministre a bouclé son séjour en Allemagne par des contacts avec des personnalités allemandes, au nombre desquelles la vice-présidente du Parlement et le ministre des Affaires étrangères. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. D'abord, cette brève, la marche de l'opposition n'a pas eu lieu puisque dispersée par les agents de l'ordre, sans doute pour faute d'autorisation. Je vous le disais tout à l'heure, Augustin Matata Pogné des retours à Kinshasa au terme de périple en République fédérale d'Allemagne. Mais bien avant, il a eu des échanges fructueux avec quelques officiels allemands, le vice-président du Bundestag, le ministre fédéral des Affaires étrangères, ainsi que des opérateurs économiques membres de l'Association économique germano-africaine. Suivez. Au ministère fédéral des Affaires étrangères à Berlin, le pays de Joseph Kabila Kabange en honneur avec son drapeau flottant à côté de celui de la République fédérale d'Allemagne. Ici, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, a eu accès aux archives portant sur l'histoire de l'Afrique dès 1885. Des archives riches en images et contenus qui ont édifié le Premier ministre congolais. Le soutien aux efforts de développement de la République démocratique du Congo a été réitéré par les officiels allemands. À Bundestag, c'est une rencontre en bilatéral le 12 septembre 2014 entre le Premier ministre congolais et la vice-présidente du Parlement allemand, Madame Claudia Roth. Des questions d'ordre politique et socio-économique ont largement été évoquées entre les deux personnalités. Des échanges qui ont davantage permis de renforcer les liens de coopération entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique du Congo. Petit moment d'échange des présents, une manière de cheminer dans l'harmonie. La journée du Premier ministre congolais a été bouclée le vendredi dernier par cette rencontre entre les hommes d'affaires membres de l'Association économique germano-africaine. Parlant au nom de l'association, l'intervenant a reconnu les opportunités d'affaires qu'offre l'Afrique et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Les entreprises allemandes peuvent contribuer de plusieurs façons à la croissance future des économies africaines et aussi en bénéficier. Par exemple, dans les domaines du développement des infrastructures, de l'énergie, de l'ingénierie ou de l'industrie de la santé. L'eau et les eaux usées sont également une priorité de la coopération au développement avec la RDC. L'Africa Forum, Monsieur le Premier ministre, votre pays est un marché d'avenir dans lequel de nombreuses possibilités sont offertes dans ces secteurs à bien des égards. Les portes du pays de Joseph Kabila sont largement ouvertes pour accueillir les investissements directs allemands, a rassuré le Premier ministre congolais. Un autre membre du gouvernement s'est signalé aujourd'hui par une descente sur le terrain. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a inspecté cet avant-midi les travaux de réhabilitation de l'immeuble de l'État, de la Place Royale. Les travaux confiés à 3 entreprises distinctes évoluent de manière appréciable et devaient être achevés en début de l'année prochaine. Pour l'heure, dans la plupart des bâtiments, ce sont des travaux de finition intérieure qui se font. Commencé le 5 mars 2014 sur financement du gouvernement de la République, les travaux de réhabilitation des immeubles de la place Le Royal sont prévus pour durer 11 mois. L'objectif est d'y installer au final certains ministères avec leurs administrations pour assurer une productivité plus accrue. Samedi 13 septembre, le ministre en charge des travaux publics y a effectué une visite d'inspection. Il a pu constater qu'à l'heure actuelle, les travaux de démolition de certains pans de murs et de construction d'autres en vue de modifier ces immeubles qui jadis étaient à usage résidentiel
résidentiels en bureaux sont terminés et c'est les finitions intérieures qui occupent présentement les ouvriers des 3 entreprises titulaires de ce marché. Câblage, tuyauterie posée, dans la plupart de ces bâtiments, l'on pose déjà les portes en bois, faits localement en usant du bois appelé kambala. Les fenêtres seront en aluminium et Fridolin Kaswechi a eu l'occasion d'en apprécier quelques échantillons. L'on sait également voir dans tous ces bâtiments la pose des structures qui porteront les faux plafonds. SZTC, firme chinoise, Sogedi, société de droit italien et EGC, entreprise congolaise, rivalisent d'ardeur pour boucler ce chantier dans les délais. Débat ou polémique, en tout cas, la question de la Constitution, selon qu'il faille la réviser ou non, s'invite chaque jour dans l'actualité. La nouvelle société civile du Congo n'estime pas s'y impliquer. Jonas Tchombela dénie aux activistes qui consultent d'autres membres de la société sur la question le droit de les faire. On l'écoute. Notre débat ce matin est axé autour de 2 points. Le premier point, c'était le point lié aux consultations qu'une fraction de la société civile est en train d'amorcer actuellement. Nous avons regretté que cette consultation soit des consultations qui sont menées sans qu'il y ait débat au sein même de la société civile, ce qui crée quand même une sorte de désordre parce que nos collègues du Katanga, vous avez suivi, qu'ils ont fait une déclaration contre la révision constitutionnelle, nos collègues de par-ci par-là, ils disent que nous soutenons, voilà, alors que nous devions harmoniser le point de vue à l'interne pour que finalement les autoritaires ne soient favorables. Mais si il peut y arriver qu'il y ait consensus autour de la vision constitutionnelle, là, la nouvelle société civile congolaise attire l'attention, on ne fera jamais une révision sélective. On choisit quelques articles qui arrangent la classe politique. Des intérêts presque similaires sur les débats constitutionnels de la part de l'Union des jeunes katangais qui considèrent que l'heure est aux urgences et priorités telles que la réduction du chômage et non à la rhétorique sur la révision ou pas de la Constitution. Cet engouement devant le siège de l'Union des jeunes katangais à Lubumbashi exprime un besoin, celui de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la révision constitutionnelle. La question de la révision constitutionnelle est clairement définie par la même constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 218, 219 et 220. À ce jour, la référence à ces sujets est inopportune, étant donné que le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est en plein exercice de son mandat constitutionnel et s'évertue à sa vision politique. La Constitution peut être interprétée par tous. C'est au nom de la démocratie que les jeunes de la province Cuprefer entendent aussi donner leur voix très bientôt sur la révision de la loi des lois. La politique étant dynamique, le moment venu, l'Union des jeunes katangais se prononcera à ce sujet. Une constitution stable ne signifie pas une constitution immuable ou non changée. En attendant la prise de position claire de l'Union des jeunes katangais, elle se consacre sur les vrais problèmes auxquels font face les jeunes de la province, notamment le chômage. Et puis, s'agissant des plus jeunes qui s'étaient retrouvés enrôlés dans les forces négatives, la représentante personnelle du chef de l'État en matière des violences sexuelles et recrutement d'enfants revient du Nord Kivu. Elle s'est entretenue avec des ONG engagées dans la réinsertion sociale des ex-enfants soldats. La principale doléance de ces encadreurs exposée à Janine Mabunda est qu'ils sont dépourvus des financements. Julie Sefou. Nord Kivu après la guerre. L'heure est à la reconstruction sur plusieurs plans. L'objectif ne sera atteint sans la mutation des acteurs, dont les enfants. Il s'agit des ex-rebelles recrutés par des groupes armés FDLR et alliés. C'est grâce au programme d'aide aux enfants que les enfants autrefois en conflit avec la loi sont réinsérés dans la société. C'est un processus à suivre. Nous avons accompagné 735 enfants, mais en territoire de Nyiragongo, c'était 223, dont
avons 46 filles sorties des forces et groupes armés. Et pour cette année, nous sommes avec 183 enfants et 50 pour les activités scolaires et 133 pour d'autres activités, notamment les activités génératrices de revenus et l'apprentissage des métiers. DDR2 souffre de financement et espère qu'avec la mise en route du DDR3, la situation se décantera. Le programme DDR, c'est un programme national et nous travaillons avec les officiels. Nous avons l'unité d'exécution du programme national DDR qui est représenté à Goma, qui a un bureau à Goma, l'UEPN-DDR. Et nous avons la MONUSCO qui a une section de protection de l'enfant avec lesquels nous travaillons et même la 8e région militaire. Il y a un temps de questions qu'on pose pour savoir si réellement l'enfant est passé par un groupe armé pour les certifier comme enfant associé aux forces de l'armée. Et c'est à partir de cette certification que l'enfant peut accéder à une attestation de sortie officielle qui est signée par le commandant de la région militaire. Lors de sa visite d'inspection, la représentante personnelle du chef de l'État sur les violences sexuelles et le recrutement d'enfants a aussi échangé avec des filles mères de suite des viols répétés, lesquelles sont prises en charge dans des centres spécialisés. J'ai été atteint d'une maladie. Processus électoral, la formation des mandataires des partis politiques accrédités auprès de la Commission électorale nationale indépendante sur les renforcements de leurs capacités en matière électorale a connu sa fin aujourd'hui après 3 jours des échanges et analyses qui permettent de redynamiser la vision des divers acteurs impliqués dans le processus électoral. Bibi Chingua et Yannick Mata. L'avenir des élections apaisées reste conditionné par l'implication de toutes les parties prenantes au processus. Et pour leur permettre d'avoir le même vocable, même idée et dans la même logique, les mandataires des partis politiques ont 3 jours durant renforcé leurs capacités. Justice électorale, contentieux, sécurisation des élections, régulation des médias et genre, état des lieux du processus électoral, planification stratégique des élections, des matières abordées par des experts. Je leur ai montré que le temps était un facteur important dans la planification et qu'ils devaient suivre toutes les phases, les 8 phases du cycle électoral, en tenant compte du cadre logique de la planification avec une gestion axée sur les résultats. Et pour cela, il fallait tenir compte de quelques indicateurs, notamment les indicateurs de réalisation technique, les indicateurs de réalisation des résultats, les indicateurs de faisabilité technique, les indicateurs de faisabilité financière et procéder aux évaluations à mi-parcours pendant les processus. Des échanges et analyses qui servent d'astuce aux séminaristes de réajuster leurs donnes et amener les partisans à un vrai civisme patriotique. Cette formation nous permet de nous échanger, de nous dire les choses telles qu'elles sont, d'analyser les irrégularités des 2 élections dernières et de réajuster certaines choses. Les partis politiques ont des devoirs à accomplir, la CENI tout de même. Le processus électoral, ce n'est pas l'apanage d'une simple catégorie des gens, d'une certaine catégorie déjà, cela doit être l'apanage de tout le monde, c'est-à-dire il doit avoir l'implication de tous les acteurs politiques pour que ce processus se fasse dans un climat apaisé. Et les 3 jours que nous venons de passer avec la CENI ont été enrichissants pour nous. Dans l'élection, on nous dispense les cours, mais c'est aussi le travail des partis politiques qui doivent comprendre que la participation féminine est une exigence du développement. On ne peut pas comprendre ou bien croire que la notion de genre, c'est juste un avantage qu'on accorde à une femme. Ces travaux clôturés ce samedi sont sanctionnés par des pertinentes recommandations pour la construction sociale du processus électoral, tenant compte de tous les acteurs selon les spécificités. Notamment. Au chapitre gouvernance, on va parler de la clôture aujourd'hui de l'atelier de validation du rapport final du plan d'orientation globale du gouvernement sur le système informatique intégré de gestion des finances publiques et l'administration des ressources humaines de l'État. La réforme de l'administration et des finances publiques passe aussi par un système informatique adapté. La question a fait l'objet d'un atelier de 2 jours sur la validation du rapport final
du plan d'orientation globale du gouvernement congolais sur le système informatique intégré de gestion des finances publiques et l'administration des ressources humaines de l'État. Ce plan d'orientation globale vient d'atteindre son point d'achèvement après plusieurs années d'études menées par des experts. D'où la quintessence de cet atelier qui a permis aux parties prenantes de procéder à sa validation. Notre travail donc nous permet de boucler une partie du mandat dans ce vaste chantier d'informatisation du service. Les documents, les procès verbal, comme le rapport, seront d'une grande valeur sur le plan de la passation de marché au niveau de notre projet, parce qu'ils vont nous permettre d'aborder aisément la deuxième étape qui consistera au lancement qui s'appelle d'offres. Il faut dire que la matérialisation du plan d'orientation globale a été rendue possible grâce à l'implication technique du cabinet CCM Consulting sous financement de la Banque mondiale à travers notamment le projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG. Il faut dire que la matérialisation du plan d'orientation globale a été rendue possible grâce à l'implication technique du cabinet CCM Consulting sous financement de la Banque mondiale à travers notamment le projet de renforcement des capacités en gouvernance. Au niveau de l'administration. Journée chargée à la vice-primature en charge du budget. Des syndicalistes de l'administration publique ont décidé d'annuler le sit-in qui devrait organiser le mercredi prochain après des échanges avec Daniel Mukoko Samba sur la promesse de ne plus retenir les frais de placement bancaire et surtout sur l'impôt au départ de la majoration des 17 000 francs congolais accordés aux fonctionnaires. Trois préoccupations ont constitué le menu des échanges entre le vice-premier ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, et les syndicalistes venus représenter les fonctionnaires de l'État. À savoir, l'augmentation de leur salaire mensuel prévu dans le budget en cours, la surséance de l'impôt sur le revenu, ainsi que la retenue sur les frais bancaires. Le vice-premier ministre et ministre du budget vient de nous rassurer qu'au mois d'octobre, ces 17 000, qui est une libéralité parce que ça n'a pas été négocié par nous, seront d'application. Donc les fonctionnaires verront leur salaire augmenter de 17 000 francs congolais. Pour l'IPER, c'est-à-dire l'impôt sur les revenus, nous avons convenu que nous puissions traiter ça lors de la commission paritaire qui va examiner les cahiers des charges déposés par l'INAP auprès du gouvernement congolais. Commission paritaire qui va intervenir dans un bref délai. Les syndicalistes se disent satisfaits à l'issue de ces échanges fructueux avec le vice-premier ministre en charge du budget et promettent de faire au plus vite le compte rendu à leurs collègues de travail afin d'éviter le sit-in prévu par le fonctionnaire de l'État le mercredi 17 septembre prochain. Daniel Mukoko Samba a également présidé une séance de travail avec des ministres provinciaux des Finances venus exposer les contraintes qui empêchent l'application de la décentralisation financière, ce qui constituerait un blocage sérieux pour la promotion des provinces. Optimiste et serein sur la décentralisation de la RDC, Daniel Mukoko Samba a échangé avec les ministres provinciaux en charge des finances de la République démocratique du Congo sur le processus qui exige l'implication de tous. Les mandataires provinciaux ont donc profité de cette occasion pour soulever les préoccupations liées à leur secteur, notamment l'évolution de l'exécution du budget d'investissement après avoir constaté un ralentissement dans sa réalisation, ainsi que les préoccupations budgétaires de chacune de leurs provinces. Nous avons convenu d'avoir une grande réunion où nous pouvions ensemble revisiter l'ordonnance loi 013 pour permettre aux provinces effectivement de pouvoir bénéficier de tout ce qui est prévu dans cette ordonnance loi. Chaque province a pu énumérer également les difficultés auxquelles il y a des difficultés en ce qui concerne notamment la paye des enseignants. Il y a des difficultés en ce qui concerne les traitements des dossiers pour les marchés publics, en ce qui concerne le budget des secteurs à compétences exclusives et bien d'autres questions. Selon Daniel Mukoko, les responsabilités sont donc partagées sur les projets d'investissement. Chaque province doit pour sa part bien présenter son projet, quitte au gouvernement central de jouer son rôle des contrôleurs dans les procédures de passation des marchés. Quand
l'esprit du lucre dépasse toute imagination. On se laisse prendre comme ces deux femmes et un homme. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, ils sont presque familiarisés dans le trafic d'êtres humains. Ils ont été appréhendés par la Direction générale de migration à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie avec 7 enfants qu'ils s'apprêtaient à aller vendre aux États-Unis. Curieuse marchandise en plein 21e siècle. L'heure est à l'efficacité à la Direction générale de migration. Un réseau de trafic d'enfants a été démantelé par la police des frontières à Kasumbalesa. Au total, 7 enfants, 4 venant de Kananga et 3 autres de Kinshasa. Le point sur cette arrestation a été fait face à la presse ce week-end par le directeur central adjoint de la police des frontières. 4 enfants dont les noms reviennent dans notre répertoire et dont la commission des genres enfants avait refusé la validité. C'est-à-dire, la commission n'a pas voulu valider l'adoption de ces enfants-là, du fait que les parents qui voulaient les adopter en avaient déjà 4, et c'était au-delà de la loi. L'une des dames interpellées ne reconnaît pas le fait lui imputé et les attribue à son patron. Les enfants sont de mon patron qui est un Américain, M. Sam. Il nous a demandé un service de raccompagner ses enfants à Lubumbashi. La police nous a arrêtés à Kasumbalesa sous prétexte qu'on a volé les enfants qui ne sont pas les nôtres. C'est un joli coup de filet de la DGM qui doit fournir plus d'efforts pour mettre hors d'état de nuire tous les trafics d'êtres humains. On va parler genre l'atelier sur le rôle et la responsabilité des organisations féminines dans la promotion des droits des femmes a pris fin hier sur un accent mis sur la détermination des ONG, cause commune à combattre par tous les moyens les obstacles qui se dressent sur la voie d'accession au leadership féminin. Cause commune reste déterminée à bousculer les obstacles qui freinent le leadership féminin en RDC. Ce, à travers des contributions dans la mesure de ses moyens à tous les combats qui passent par des réflexions. 2 jours durant, elle vient d'organiser des consultations des organisations féminines sur leur rôle et responsabilité dans la promotion des droits des femmes. Des cogitations qui se veulent consolider le leadership féminin et favoriser l'émergence de l'espace d'interaction. 8 recommandations pertinentes ont sanctionné ces discussions. La capacitation des leaders féminins, cette capacitation doit être assurée pour le renforcement des leaders féminins et pour leur professionnalisation. Enfin, le 8e élément, c'est pour plus d'autonomie et de visibilité. L'engagement pour la matérialisation de la vision, la capitalisation des succès, le monitoring assuré des différentes organisations féminines, autant de défis à relever. Le rapport final que nous venons de suivre traduit à suffisance l'envie de chacune de donner davantage afin de voir les droits des femmes devenir une réalité vécue partout à travers le territoire de la République démocratique du Congo. Mais faudrait-il encore que cela ne se limite pas à un vœu pieux? Nous savons tous que l'enfer est déjà pavé de bonnes intentions. Il faut que cette détermination qui ressort de notre regard sur le futur reste soutenue et permette la réalisation des 8 éléments clés qui en sont sortis. Une détermination soutenue par toutes les femmes préoccupées pour l'amélioration de leur situation. Nous avons fait sortir des idées saillantes qui vont rebâtir cause commune. Le point central, c'est la redynamisation de cause commune. Nous voulons créer un mouvement pour que toutes les femmes de grandes thématiques de notre pays se retrouvent. Les organisations féminines qui ont participé à cette consultation ont décidé de faire émerger un espace d'interaction entre elles afin que le cause sectorielle des femmes soit portée par l'ensemble des organisations pour un rayonnement et une visibilité plus accrue. À noter que les portes restent ouvertes à toutes les femmes capables de militer pour la cause. Autre assise féminine, l'atelier
l'atelier d'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres s'est clôturé également hier à l'initiative du Centre régional de recherche et de documentation sur la femme, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Les propositions issues de ces assises seront transmises au gouvernement pour approbation. Il s'agit d'une démarche déjà réalisée en province par le Centre régional de recherche et documentation sur la femme, le genre et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs sur demande du gouvernement de la République. Évaluer la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, c'est l'exercice auquel se sont livrés les participants, composés essentiellement de membres des organisations de la société civile et des délégués de l'administration publique. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est en fait de continuer à recueillir les avis de ceux et celles des institutions des personnes qui ont été impliquées à un niveau ou à un autre dans la mise en œuvre de la stratégie. Et donc, tous ces avis-là qui ont été donnés aujourd'hui, les forces qui ont été identifiées aujourd'hui, les faiblesses qui ont été identifiées aujourd'hui, nous allons les reprendre dans les rapports que nous allons soumettre au gouvernement. Cette évaluation a sorti des recommandations et la vision du gouvernement provincial de Kinshasa sur les violences basées sur le genre qui attendent la nouvelle mise en œuvre de la stratégie, un changement positif de mentalité. Quand on traite d'un secteur, il est important de pouvoir en faire l'état des lieux et surtout de savoir si les actions qui sont menées portent. C'est comme ça que je félicite vivement le ministère national du genre qui a pensé appeler cet audit et commander cette étude, qui nous disent que depuis que nous avons élaboré cette stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles, la tendance est-elle bonne? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Aujourd'hui, on a été dans toutes les provinces. Il était important qu'on puisse appesantir aussi sur la province de Kinshasa. Les recommandations de province et celles que viennent de proposer les activistes de la capitale seront coulées sous forme d'un rapport à présenter au gouvernement avant sa publication. En bref, encore cet accident des circulations à Kinshasa, les débris de vitres, le sang, la position des engins témoignent l'intensité du choc entre les bus Mercedes 207 et le gros camion Iveco. La Mercedes 207 avec à son bord des passagers revenait de l'enterrement d'un policier au cimetière Beseke-Fouti. Au-delà des dégâts matériels, des blessés ont vite été acheminés au centre hospitalier proche du lieu de l'accident. En fait, l'esprit des morts qui descendaient d'une forte pente à la hauteur de l'arrêt Liboul au quartier Kitokimo, si dans la commune de Selemba a vu ses freins lâchés. Rapport des témoins de l'accident, il s'est vite créé des embouteillages, un engouement de badauds. Nous allons clôturer ce dossier, ce journal du week-end, allais-je dire, par ce dossier et entrer au portrait d'une femme singulière, puisque cireur de son état, Nadine a choisi ce métier il y a 7 ans. Elle s'en sort plutôt bien pour son autonomie personnelle et la survie de ses enfants. Il n'y a plus visiblement des métiers tabous chez les femmes. Elles embrassent de plus en plus des domaines autrefois réputés réservés aux hommes, car de Nadine qui a choisi le métier des cireurs. Tous les jours, elle est soumise à un parcours de titan de son domicile vers le centre-ville où elle exerce ce métier des cireurs. Comme tout cireur, Nadine gagne son point de travail très tôt le matin, accompagnée de ses enfants en bravant plusieurs obstacles. Elle est animée par un seul objectif, celui de gagner son pain et garantir la survie de ses enfants. En 7 ans, Nadine est devenue une vraie cireur grâce à l'expertise de son ex-mari. J'ai appris à cirer, j'ai gagné du coup 18 000 francs, c'est ce qui m'a poussé à devenir cireur. Cirer au quotidien n'est pas du tout aisé, mais l'essentiel pour Nadine, c'est d'assurer le bien-être de ses enfants. Quand j'ai un bon revenu, je gagne entre 7 000 et 10 000 francs congolais et ce montant me permet de prendre soin de ma famille. Mes enfants sont ainsi scolarisés. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, dit-on. Cette brave dame fait face à plusieurs difficultés, notamment celles liées à son identité de femme.
Il y a des moments où je suis choquée du fait que je sois une femme et je dois parcourir de longues distances. Tout ça m'expose aux maladies. Je suis par moments titillée par des sireurs hommes qui me découragent. Qu'à cela ne tienne, Nadine caresse le rêve de devenir grande dame. Elle invite cependant ceux qui se complaisent dans le chômage et les sans-emploi d'entreprendre une activité qui puisse les mettre à l'abri du vandalisme. Je suis convaincue que ce métier est réservé aux hommes, alors je les invite à travailler en lieu et place de se livrer à des actes de vandalisme. Ils peuvent ainsi cirer ou embrasser un autre métier carrément. L'expérience des Nadine est une preuve que les femmes sont devenues de plus en plus ambitieuses et résolument engagées dans le combat de l'autonomisation. Merci de votre fidélité au programme Début en télévision. Sur B1, Washington.